Alors, écoute, on enchaîne avec notre prochain bloc. Merci. Euh, on enchaîne sur une thématique que vous aimez beaucoup, une seule santé. Ça avait été très populaire l'année dernière et c'est un concept qui nous pousse à voir les multiples interrelations entre la santé planétaire, animale et humaine. Nos intervenants de ce matin vont nous parler de divers avantages des parcs périurbains, de l'utilisation de l'art numérique pour favoriser la santé mentale et l'écologie, ainsi que des systèmes de santé durables. Alors, sans plus attendre, j'invite une conférencière qui se trouve du côté de Montréal, Cécile Anizenslin. Elle est vétérinaire, épidémiologiste, en plus d'avoir une formation postdoctorale en recherche interventionnelle. Elle est professeure agrégée à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Ses travaux se concentrent sur le développement et l'évaluation des interventions et politiques qui appliquent une approche une seule santé. Et le titre de sa conférence, Parc en santé, il ne sera pas question de chevreuil, mais il va être question de prévenir les maladies transmissibles par les tiques, tout en protégeant la biodiversité des parcs nature périurbains. Cécile, la parole est à vous. Un grand merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Ça sera un peu le sujet des chevreuils également. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, merci pour l'opportunité de vous parler d'un nouveau projet, en fait, qu'on a lancé en 2023. Avec une équipe, je suis ici devant vous, mais tous les noms que vous voyez à l'écran et même beaucoup plus sont toutes des personnes impliquées dans ce nouveau projet qu'on appelle Parc en santé. C'est un projet qui est très inter- et transdisciplinaire, comme vous allez le voir. Je voudrais aussi souligner que ce projet-là existe et a été soutenu et promu par l'Initiative Une seule santé de l'Université de Montréal, qui est une initiative qui a été lancée il y a environ 2 ans. Et on a dans la salle Luc Stafford avec son équipe Nicolas Massia et Manon Boiteux. Si vous voulez plus de détails sur cette initiative-là, je vous invite à aller les rencontrer à la pause pour ceux qui sont ici en présence à Montréal. Donc, on va commencer avec un peu de contexte. Pourquoi on a pensé à ce projet-là? Donc, je pense que je n'aurai pas à en dire beaucoup sur le contexte pour vous convaincre aujourd'hui que la nature, et particulièrement la nature urbaine pour ce qui concerne notre projet, rend de nombreux services écosystémiques, donc est bonne pour notre planète de différentes façons, que ce soit pour l'amélioration de la qualité de l'air. Ici, vous avez une figure qui est produite par l'organisme Co-City, qui est un organisme suédois de vulgarisation. Donc, au niveau de la qualité de l'air, la prévention aussi des îlots de chaleur. Donc, il y a toute une foule de services écosystémiques qui sont de plus en plus documentés. Donc, il y a eu vraiment une explosion des études qui tentent à démontrer ces services-là et les avantages que la nature urbaine a sur la santé de notre planète. Mais ces services-là ne sont pas que bons pour notre planète, ils sont aussi bons pour notre propre santé, la santé des êtres humains et des populations humaines et des populations animales qui habitent dans ces zones urbaines et périurbaines. Comme vous le voyez au centre de cette figure-là, on voit la végétation réduit le stress et augmente le bien-être. De ce côté-là aussi, il y a eu toute une foule d'études qui ont émergé et qui continuent à émerger pour vraiment documenter les bienfaits de la nature sur la santé humaine. Je vous réfère à ce petit ouvrage, en fait, qui a été fait par notamment nos collègues de l'Institut de cardiologie de Montréal pour le compte de la CEPAC et qui résume vraiment très bien, de façon très vulgarisée, l'état des connaissances sur les bienfaits pour la santé d'une exposition à la nature chez l'humain. Et ce que vous pourrez trouver dans ce rapport-là est intéressant parce qu'il y a vraiment des preuves scientifiques très établies de ces bienfaits sur la nature, ce que vous voyez en mauve, et d'autres qui sont encore en voie d'être documentés, mais dont on est de plus en plus confiant qu'ils existent bel et bien. Donc, des effets directs d'être exposés. Puis là, quand je parle d'exposition à la nature, vous n'avez pas besoin de vivre en permanence dans la forêt pour ressentir ces effets-là. On parle d'une exposition de 15 à 20 minutes de façon quotidienne pour vraiment avoir une réduction de votre fréquence cardiaque, de la pression artérielle dans un milieu naturel. Donc, bienfaits physiologiques, mais aussi des bienfaits psychologiques, réduction de l'anxiété, on en parle beaucoup, on parlait de santé mentale ce matin, j'ai appris déjà plein de choses, et même des bienfaits sur l'attention qui commencent à être de plus en plus démontrés. Cependant, donc,
La nature, comme vous le savez, on vit une extrêmement grande crise de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Donc, la biodiversité est en déclin. Ici, ce que vous voyez est tiré du rapport de la WWF en 2020, donc qui montrait, là, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, on n'est pas les pires en termes de réduction et de perte de biodiversité, avec une chute de 33 par rapport à l'indicateur qu'ils ont développé. La pire région est l'Amérique du Sud pour le moment. Mais bon, ça existe bel et bien aussi chez nous. Puis si vous voyez la répartition des causes, finalement, qu'on peut attribuer à cette perte de biodiversité dans les milieux naturels, plus de la moitié, donc plus de 52 est attribuable au changement dans l'utilisation des territoires, donc des pertes d'habitat naturel pour les espèces. Ici, c'est les espèces animales vertébrées là, qui sont comprises dans cet indice-là, mais c'est vrai pour la biodiversité végétale également. Donc, par changement dans l'utilisation des territoires, on peut parler à l'agriculture, on peut penser à l'agriculture, la déforestation, mais on pense aussi à nos villes et à l'étalement, finalement, de ces villes-là. Donc, si vous habitez dans la région de Montréal ou si vous connaissez bien cette région-là, vous pouvez voir que quand on regarde une carte des espaces verts qui sont relativement conséquents dans le Grand Montréal, ils se trouvent vraiment à la périphérie. On a de moins en moins d'espaces verts situés au cœur de Montréal. Donc, si vous voulez bénéficier des bienfaits de cette exposition à la nature, vous allez probablement devoir vous déplacer un peu. C'est pourquoi, dans notre projet, on s'intéresse principalement aux parcs périurbains. Donc, les parcs nature périurbains, ce sont ces parcs-là qui ont des espaces verts relativement conséquents et qui se trouvent en périphérie et qui subissent cette perte aussi de biodiversité. J'aime bien montrer cette image. Donc, sur cette image, ce que vous voyez, c'est une image d'un parc un peu classique, périurbain. Et au centre, c'est une clôture. Et d'un côté, vous voyez une végétation au sol qui peut vous sembler relativement abondante, qui est verte, qui a l'air quand même en santé et luxuriante. Et de l'autre, vous voyez un espace qui est complètement dénudé. Cette barrière-là, en fait, protège l'espace de verdure du surbroutage, justement. On parlait de chevreuil un petit peu tout à l'heure. On a entendu beaucoup dans les médias pour toutes sortes de raisons, mais le surbroutage est clairement un problème en termes de perte de biodiversité végétale dans des parcs nature qui sont très fragmentés. Là, je vais revenir à ma petite image ici. Quand je parle de fragmenté, vous voyez ici, c'est presque des îles vertes qui sont complètement encastrées dans un milieu très urbanisé. Donc, la faune, notamment les cerfs de Virginie, se retrouve parfois très enclavée dans un espace très restreint. Puis ça mène à une surabondance de certaines espèces et des conséquences notamment importantes sur la biodiversité. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la vie, je suis vétérinaire, vous l'avez entendu, ce sont les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent entre les animaux et les êtres humains. Donc, qu'est-ce que je fais à vous parler des bienfaits de la nature sur la santé ici? C'est que ce que vous voyez ici, qui est une photo de ma collègue Catherine Bouchard, une très jolie photo de cet individu qui est une tique à pattes noires, Ixodes scapularis pour son petit nom scientifique, qui est le vecteur d'une maladie qui est de plus en plus présente dans nos environnements, ici au Québec et au Canada, qui est la maladie de Lyme. Et elle transmet d'autres agents pathogènes également. Mais si on regarde la maladie de Lyme, qui est vraiment la maladie qui est le plus associée à cette tique-là dans nos régions, on voit qu'elle est vraiment en émergence. Ce que vous voyez sur ce graphique-là en rouge, c'est l'augmentation du nombre de cas de maladie de Lyme chez les êtres humains déclarés par année au fil du temps entre 2009 et 2018 au Canada. Et vous voyez également l'incidence. Donc, c'est même en ajustant pour la population, on voit bien que cette incidence augmente et elle augmente de façon importante et de façon exponentielle. La maladie de Lyme, ça cause une maladie chez les êtres humains et chez certains animaux domestiques, notamment les chiens, les chevaux. Ça peut faire une maladie relativement bénigne, l'érythème migrant, qui est la lésion cutanée classique que vous voyez aussi sur cette photo-là. Mais si elle n'est pas traitée rapidement, elle peut mener à des conséquences graves pour la santé en affectant d'autres systèmes. Et donc, c'est une préoccupation de santé publique qui est vraiment en augmentation dans notre contexte. Maintenant, je vous ai mis aussi une petite image d'une souris, une souris à pattes blanches, qui est une souris sauvage très commune dans nos environnements, et d'un cerf de Virginie. Puis je vais vous expliquer dans un moment pourquoi je vous ai mis ces images-là. Ici, je voulais juste vous mentionner que le Canada n'est pas unique dans sa situation d'émergence des maladies transmises par les tiques. Ici, vous voyez une distribution des cas humains de maladie de Lyme aux États-Unis, à gauche en 1996 et en 2018. Donc, on voit qu'il y a vraiment aussi une explosion, une dispersion également des cas sur un ensemble du territoire.
Donc, pourquoi je vous parle de ces animaux-là et pourquoi ça nous intéresse dans le cadre de Parcs en santé? C'est que la maladie de Lyme, c'est une zoonose vectorielle avec une écologie qu'on dit complexe. Pourquoi complexe? C'est qu'elle fait intervenir diverses espèces animales et comme on va le voir, toutes ces espèces animales sont impactées aussi par les changements dans l'utilisation du territoire, par les changements climatiques et j'en passe, on y reviendra. Donc, pour vous expliquer rapidement ce cycle-là, donc ici, c'est une figure du CDC américain pour illustrer ce cycle de vie. Donc, la tique à pattes noires qui transmet cet agent pathogène, on l'appelle aussi la tique du chevreuil parce que l'adulte pond ses œufs, elle va pondre environ 3000 œufs sur les chevreuils. Donc, elle va rencontrer l'âme sœur sur un cerf de Virginie. C'est là qu'elle va se reproduire, tomber au sol, pondre ses œufs. Et ensuite, ces œufs-là vont se transformer en larves qui, elles, vont au sol chercher un autre hôte qui va être souvent un petit rongeur sauvage. Donc, justement, ces fameuses souris à pattes blanches qui, elles, sont les réservoirs de la bactérie Borrelia burgdorferi qui cause la maladie de Lyme et d'autres agents pathogènes. Une fois infectée, cette larve-là va ensuite se transformer en nymphe, qui est l'adolescent tique, si je peux l'appeler comme ça, et ensuite piquer soit encore un rongeur ou encore un être humain ou votre animal de compagnie s'il vous croise sur son passage. Et c'est à ce moment-là que la tique peut vous transmettre la maladie de Lyme. Suite à son dernier repas de sang, parce qu'elle va prendre un repas de sang à chaque fois qu'elle change de stade, elle va se transformer ensuite, encore une fois, en adulte et aller trouver l'âme sœur sur son cerf de Virginie, idéalement, ou encore sur un autre hôte où il y aura un risque de transmission à ce niveau-là. Donc, on voit que les rongeurs sauvages, les cerfs, sont importants parce que plus ils sont abondants, plus les tiques vont être abondantes dans un environnement. Il y a plusieurs études qui ont démontré cette relation. Et pourquoi je vous ai montré aussi une image d'oiseau, et si vous regardez bien autour de l'œil de cet oiseau, vous voyez des petits points, ce sont des tiques accrochés, c'est que les oiseaux sont aussi des réservoirs potentiels de certains agents pathogènes comme Borrelia burgdorferi, et que les oiseaux peuvent contribuer à la dispersion de ces tiques-là sur des plus grandes distances, finalement, dans l'environnement. Donc, tout ça pour vous dire que on est dans une situation au Québec où les populations de tiques, Ixodes scapularis, qui sont des porteurs de ces agents pathogènes, progressent à une vitesse d'environ 30 à 40 km par année vers le nord. Et on estime qu'elles vont, ça c'est une étude de mon collègue Patrick Layton, si ça vous intéresse, il y a des jolies cartes aussi dans cet article-là, je pourrais vous le transférer, qui montre qu'on s'attend que ces populations vectrices vont s'établir à des régions quand même à une latitude assez nordique, soit au-delà de la ville de Québec. Donc, on n'est pas encore rendu là. Ici, on parle d'ici 2050, par exemple, avec toutes sortes de facteurs vont réussir à s'établir à cet endroit-là. Donc, pourquoi? Pourquoi cette progression vers le nord? Souvent, quand on pense vecteur, on pense à changement climatique. C'est évidemment un des facteurs qui l'influence, mais je vais vous illustrer avec ma petite animation que c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc ici, ce que vous voyez, on a nos tiques qui sont essentielles pour la transmission de cette maladie-là et notre randonneur qui va potentiellement s'exposer soit lors de sa randonnée ou parce qu'il habite peut-être dans une région aussi endémique, dans son propre jardin, par exemple, pourrait rencontrer des tiques. Cet être humain qui fait partie de populations humaines et de nos sociétés a contribué collectivement à plusieurs changements environnementaux, changements climatiques d'une part, que vous voyez en bas, mais aussi d'autres changements, encore une fois. On a parlé de fragmentation des habitats naturels tout à l'heure, de la perte de biodiversité et de déforestation. Et j'ai mis reforestation, parce que dans certains endroits aux États-Unis, c'est dans un effort de reforestation que là, on va augmenter le risque finalement d'exposition aux piqûres de tiques pour certaines populations qui étaient peut-être moins exposées auparavant. Et on va vivre la même problématique ici avec le verdissement. Si on rétablit des corridors écologiques, il y aura une période de transition où là, on pourrait quand même augmenter certains risques. Il faudra y penser. Ces facteurs-là donc, vont contribuer, oui, d'une part, à créer des conditions propices pour la survie, l'abondance et l'invasion de ces tiques-là.
Hein, au-dessus de 4 degrés Celsius, les tiques deviennent actives. Donc là, il y a eu des articles dans les médias lorsqu'on a eu des températures assez chaudes en janvier, parce que s'il n'y a pas de couvert de neige au sol, les tiques qui sont normalement en dormance pendant la saison hivernale, si la température monte au-delà de 4 degrés, elles vont s'activer et aller à la recherche d'un autre. Donc, elles sont assez passives. Elles vont monter sur des petites feuilles puis attendre les bras ouverts que quelqu'un passe par là, que ce soit un chevreuil ou que ce soit votre jambe ou votre chien. Donc, la hausse de température, c'est effectivement favorable, mais par contre aussi, la fragmentation des habitats, on va le voir, est aussi un facteur qui va contribuer de façon directe ou indirecte. Bon, là, la petite flèche en bas, c'était aussi pour dire que l'augmentation des températures pourrait favoriser l'augmentation de la fréquentation des milieux à risque par les êtres humains. On envoie les gens dans les espaces verts pour se rafraîchir. C'est des pratiques qui pourraient mener à plus d'exposition aussi. Et finalement, déforestation, reforestation, fragmentation des habitats, comme je l'ai dit tout à l'heure, va mener à plus d'abondance chez ces cerfs ou chez d'autres espèces invasives qui vont, elles, également contribuer à une augmentation de l'abondance des tiques. Donc, vous voyez qu'on est ici dans un cycle qui est assez complexe et difficile à renverser. Hein? C'est difficile d'adresser ces facteurs d'émergence de façon directe pour freiner, si on veut, la vitesse de progression. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers plutôt une stratégie d'adaptation. Donc, maintenant, je reviens au projet Parc en santé. Ce qu'on a développé, je vois que mes petits ronds ne sont pas tous bien centrés, mais c'est un partenariat avec 7 parcs nature périurbains de 3 régions, la région de Montréal, la Montérégie et l'Estrie. Donc, vous voyez 2 parcs aux extrémités de l'île de Montréal qui participent au projet, 3 parcs, 4 en fait même en Montérégie, et l'Estrie que vous ne voyez pas sur la carte, mais qui est le parc de la Yamaska. Donc, avec ces parcs-là, les gestionnaires de ces parcs-là, on s'est assis parce qu'on a vu, nous, avec notre groupe d'experts sur les maladies émergentes transmises par les tiques, que ces parcs-là vivaient tous une double problématique. Cette problématique de l'émergence des maladies transmises par les tiques dans leur parc et donc des risques pour les visiteurs, et de l'autre, la perte de biodiversité, la surabondance des cerfs et le besoin de trouver des stratégies d'intervention qui seraient durables finalement. Donc, c'est vraiment l'objectif de notre projet, c'est de mettre en œuvre un projet scientifique qui va générer les connaissances scientifiques nécessaires au développement d'une stratégie d'intervention qui serait intégrée et durable, qui viserait à la fois à protéger la biodiversité des parcs nature périurbains tout en protégeant la santé humaine. Puis ce qui lie les deux ensemble, comme vous le voyez à l'écran, puis j'étais contente que ce matin d'entendre que la science citoyenne sera au cœur de la programmation des FRQ, parce qu'on a un très fort volet de science citoyenne. Donc, on veut travailler avec, oui, les gestionnaires des parcs, mais également les visiteurs et les habitants, les personnes qui habitent en périphérie de ces parcs et qui les visitent pour contribuer à trouver ces stratégies qui seraient acceptables, durables, pour balancer, finalement, trouver cet équilibre. Et donc, c'est vraiment la mise en œuvre de l'approche Une seule santé qui nous a inspirés pour structurer ce projet-là. Puis je vais utiliser juste le temps qui me reste pour vous rafraîchir la mémoire si vous connaissez peut-être moins ce concept-là. Donc, qu'est-ce que c'est Une seule santé pour ceux et celles qui sont moins familiers? Bien, Une seule santé, ça désigne une approche intégrée, unificatrice, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Ce que vous voyez ici, c'est la définition et une figure qui a été faite par l'Alliance quadripartite. Donc, c'est l'OMS, la FAO, donc l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, l'OMSA, l'Organisation mondiale pour la santé animale, et l'UNEP, donc, qui est le Programme des Nations unies pour l'environnement, qui se sont mis ensemble de façon quand même assez unique et nouvelle pour développer un plan d'action conjoint pour une seule santé. Donc, Une seule santé reconnaît que la santé des humains, des animaux et de l'environnement est étroitement liée et interdépendante, et que donc, si on veut trouver des solutions durables, il faut mettre de l'avant des approches qui sont transdisciplinaires et qui sont surtout systémiques. Donc, cette approche-là, un peu, vous utilisez peut-être d'autres termes, hein, on entend beaucoup de santé planétaire, c'était aussi dans la présentation ce matin, il y a l'approche éco-santé aussi. Ce sont des approches qui prônent une vision systémique, une vision holistique de la santé et donc qui ont les mêmes ambitions. Donc,
ne nous enfargeons pas dans les termes. Hein. Les Nations unies ont adopté les termes Une seule santé pour la plupart de leur documentation. C'est une approche qui s'est bien structurée au fil du temps. Donc, vous allez, si vous êtes intéressé à en voir plus, ils ont lancé leur plan d'action conjoint très récemment, qui va s'échelonner sur 5 ans, qui est un plan vraiment très ambitieux de mettre en œuvre cette approche-là au niveau global, mais évidemment au niveau national et provincial, ça devrait aussi finir par décliner à cet endroit-là. Donc ici, c'était seulement pour mentionner que bon, ça a émergé, c'est sûr, à cause des zoonoses et de leur émergence. Ça a renforcé beaucoup dans le cadre de la pandémie, donc la COVID, qui est un virus qu'on sait probablement d'origine animale. Donc il y a un très bon consensus d'experts à ce sujet. Donc 75% des maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale. Et donc la prochaine pandémie sera très certainement aussi une zoonose. Ici, si ça vous intéresse, donc je vous ai parlé des facteurs d'émergence plus globaux pour la maladie de Lyme, mais il y a beaucoup de documentation qui fait des parallèles avec l'émergence d'autres zoonoses à l'échelle globale et surtout des zoonoses qui ont des risques pandémiques. Donc, on vit à l'ère de l'Anthropocène. Je suis sûre que maintenant, toutes et tous, vous avez entendu parler de cette ère-là et on n'aura pas le choix de s'y adapter. Et je termine là-dessus, simplement pour vous illustrer, je vous ai parlé des parcs qui sont des partenaires de notre projet Parc qui a débuté au printemps 2003, mais il y a une foule d'autres partenaires. Puis, selon moi, c'est ce qui fait vraiment la force et l'intérêt de ce projet-là qu'on vise de déployer pour les 5 prochaines années, qui devrait devenir comme un observatoire là, de la santé de l'écosystème des parcs nature périurbains et de la santé des visiteurs. Donc, on a les villes, comme vous le voyez, la CEPAC, Ouranos, des plus petites villes aussi, Saint-Bruno, Sainte-Julie, qui sont en périphérie des parcs du projet, ministère de l'Environnement, certaines directions de santé publique aussi, l'Agence de la santé publique du Canada et l'INSPQ. Donc, vous voyez, vous reconnaissez les 3 grandes sphères d'une seule santé, santé humaine, animale et de l'environnement qui sont présents dans nos partenaires. Et donc, je vous laisse là-dessus. Les questions, je pense, ça sera à la fin. Puis, juste une petite image qui a été faite par une illustratrice graphique, Mélika, dans le cadre d'une activité que notre club étudiant de l'Université de Montréal, en Une seule santé, avait organisée. Et je trouve qu'il illustre très bien cette transdisciplinarité qu'on devrait tous et toutes adopter. Merci. Merci beaucoup, Cécile. En tout cas, maintenant, je sais que les tiques, les cerfs, les rongeurs et les oiseaux sont interconnectés. Grâce à vous, Cécile, merci infiniment. Et oui, on reviendra pour la période de questions. Après, entre autres, la prochaine présentation, Dr. Olivier Beauchet. Dr. Beauchet est médecin à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il est également le directeur du laboratoire AGTEC, au centre de recherche du même institut, titulaire d'une chaire de recherche en économie créative, des mots qu'on met pas toujours, qu'on ne juxtapose pas toujours. Il étudie depuis plusieurs années la relation qui existe entre les arts, la culture et la santé, qu'elle soit mentale, physique et sociale, afin d'implanter des actions concrètes. Le titre de sa présentation ce matin, Impressionnisme et art numérique, l'éco-émotion au service de la santé mentale et d'une écologie durable. Docteur Olivier, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter quelque chose qui va sortir un peu des sujets que vous avez pu entendre, mais qui est finalement extrêmement relié à toutes ces problématiques autour de la santé, de l'environnement et finalement de l'écologie sous un angle particulier, concrètement. Donc, vous avez très bien compris qu'aujourd'hui, on est en train de vous parler de quelque chose qui tourne définitivement autour de l'écologie. Au sens où l'écologie, c'est une science qui va avoir pour objet l'étude des relations entre les êtres vivants et leur environnement. C'est ça le noyau dur de ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est ça le noyau dur qui entoure les définitions de santé durable, une seule santé, définitivement. On parle de la même chose, des concepts assez proches, mais qui vont avoir des objectifs différents et complémentaires. Et ce n'est pas très simple aujourd'hui de s'y retrouver. On va vous parler de santé durable, d'une seule santé, de santé globale, de santé planétaire, puis on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter ? Revenons au fondement de base, et le fondement de base, c'est définitivement cette relation que nous avons
avec un environnement, que cet environnement soit vivant, et on va parler bien sûr des hommes, nos congénères, mais aussi des animaux et des plantes, et du non-vivant, de la terre, de l'eau et de l'air, évidemment. Et quand on parle de santé, revenons aux bases de cette définition de l'OMS, donc qui veut dire que c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas en absence de maladie ou d'infirmité. On peut voir sur le net pas mal de choses autour de qu'est-ce que c'est que la santé durable, et on voit courir des choses, un esprit sain dans un corps sain, c'est pas ça du tout. Moi qui suis un gériatre, on peut très bien vivre avec des maladies et des handicaps et continuer à interagir avec son environnement. Dans le mot santé durable, il y a la durabilité. Et dans ce concept de la durabilité, on va parler d'un capital qui va être constant avec le temps. C'est né de l'économie. On pourrait prendre cet exemple de la forêt. Je vois une forêt, mon objectif, c'est de rester avec un écosystème vivant, une biodiversité, une biomasse. C'est de la durabilité. Je vois dans la forêt des arbres, c'est du bois. Je coupe cette forêt, je fais des planches. En termes de capital, c'est toujours la même chose, c'est du bois. C'est bien sûr, en termes de biodiversité, complètement différent. Donc, faisons attention de quoi nous parlons. Et quand on va parler et essayer de trouver une différence ou une complémentarité entre santé durable et une seule santé, puisque le concept, c'est la relation entre les individus et leur environnement, dans la durabilité, finalement, dans la santé durable, on va plus agir sur ce qu'on va appeler la promotion de la santé dans une perspective à long terme, en intégrant des principes de durabilité de nature économique. Alors que dans une seule santé, on va s'intéresser à une promotion d'une approche collaborative avec les autres éléments de notre environnement et avoir une approche intégrée pour résoudre des problèmes de santé. Et bien sûr, on travaille pour aujourd'hui les populations actuelles et aussi pour les générations futures. Alors pourquoi ces concepts sont finalement aussi importants ? Regardons un peu en arrière pour comprendre pourquoi aujourd'hui ils sont majeurs. Et si on prend ce qui s'est passé sur la fin du XXe siècle et ce début du XXIe, définitivement ce qui caractérise cette période très courte de l'humanité et de notre planète, c'est le temps des ruptures et des crises. C'est une fluctuation et une très grande hétérogénéité. On parle à titre d'exemple aujourd'hui de variations de température, de réchauffement climatique de plus de 1 degré. La problématique n'est pas dans ce plus 1 degré. La problématique est dans les écarts types. La problématique est dans les valeurs extrêmes. Pour rappel, en 2021, au Canada, en plein été, au centre du Canada, on a eu des températures qu'on attendait en 2100. C'est une extrême. Et c'est ces extrêmes qui créent tous les problèmes aujourd'hui. On parle aussi de crise écologique. Et finalement, si on s'intéresse à la relation entre l'individu et son environnement, c'est aussi une crise anthropologique. C'est l'un et l'autre. Tout ça, comme je vous l'ai dit, est condensé sur une très courte période et ne fait que s'accélérer. Et on est dans une situation où on perd notre rapport à notre propre corps, à notre environnement et aussi aux autres. On peut prendre quelques exemples. La fin du XXe siècle, on pourrait dire que quelque part c'est la fin du néolithique si on définit le néolithique comme le moment où l'individu, le chasseur-cueilleur, s'est posé et est devenu un agriculteur. Il n'y a plus d'agriculteurs au sens strict du mot. On voit bien par exemple ce qui peut se passer en France en ce moment. On a notre rapport à la nature qui a disparu. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit dans les villes. Et si on prend les pays occidentaux, on peut attendre jusqu'à 90%. La médecine est définitivement devenue très efficace. C'est l'augmentation de l'espérance de vie. Je suis gériatre, je suis le premier confronté à ce bienfait. Et pour vous donner un petit exemple, en prenant ce qu'avait écrit Alfred de Musset dans Les Caprices de Marianne, pour comprendre cette fulgurance de l'espérance de vie, où l'auteur faisait dire à son héroïne principale, en parlant de Marianne, Marianne, vous avez 16 ans, il vous reste 6 ans pour aimer, 6 ans pour être aimé, et 3 ans pour recommander votre âme à Dieu. C'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, elle avait une espérance de vie de 15 ans environ, et donc à la naissance de 31 ans. À titre d'exemple, ce changement et cette augmentation de l'espérance de vie d'un point de vue social, de relation à l'autre, est tout à fait différent. Un engagement pour le mariage se faisait environ pour 5 ans.
Aujourd'hui, j'allais dire, on en prend pour 50, 60 ans. Ce n'est plus du tout le même engagement. Évidemment. Mais ça peut expliquer des comportements, d'accord, ça, c'est sûr. C'est aussi l'éradication de certaines maladies infectieuses, tuberculose, variole, et puis, comme vous l'a rappelé ma collègue, la réapparition, bien sûr, de certaines autres maladies infectieuses, notamment les zoonoses, et avec le SARS-CoV-2, entre autres. Et puis, bien sûr, dans ce contexte-là, l'accélération du temps avec les nouvelles technologies de communication et de l'information et l'espace virtuel. Et donc, la question était, et toujours, je pense, il faut trouver un nouveau rapport, c'est-à-dire un mode de relation différent avec notre environnement. On a aujourd'hui deux possibilités. On peut innover ou on peut progresser. Alors, dans ces deux mots, il y a des choses très intéressantes. Et dans l'innovation, il y a un concept qui est de dire, finalement, le temps est destructeur au sens où on fait aujourd'hui de l'innovation pour garder nos acquis, pour revenir à un statu quo antérieur. C'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être qu'il faut aller plus dans ce qu'on faisait auparavant, progresser, c'est-à-dire aller vers un autre état pour travailler pour les générations futures également. Alors la question, c'est comment on va faire ce choix? Eh bien, puisque tout émerge de ce rapport de nous avec un environnement, qu'il soit vivant ou non vivant, essayons de développer un autre mode d'échange basé sur le sensible. Et pour aller vers un autre état, il faut donc inventer. Pour inventer, il faut être créatif. Pour être créatif, il faut être sensible. Et pour être sensible, il faut être en contact avec le monde extérieur et donc stimuler nos sens, définitivement. Et ce que nous essayons de faire dans notre laboratoire, c'est de s'intéresser à ce premier élément qui fait qu'on va ressentir quelque chose, l'émotion. Et donc, dans ce rapport individu-environnement, ces échanges, on peut avoir une approche très intellectualisée, rationnelle, avec des échanges appropriés, efficaces, efficients, durables, c'est la définition de la santé durable, collaboratif, on s'intéresse plus à nos concepts d'une seule santé. Mais dans ce mot sensible, il y a autre chose. Le mot sensible, c'est quelque chose de polysémique, qui va avoir plusieurs sens. Quand on prend l'origine latine du mot, c'est « je sens » au sens propre. Dans l'origine indo-européenne, c'est « aller de l'avant ». C'est le moteur de quelque chose, d'un échange. C'est l'autre mode de relation qu'on a oublié avec le monde des êtres vivants. Être sensible, c'est notre capacité de recevoir un signal et d'y répondre de manière ajustée, selon deux mondes, soit avec l'échange extérieur et c'est de la perception, soit avec notre monde intérieur et c'est notre sensation. Finalement, le sensible, on pourrait le définir comme quelque chose qui nous permet notre capacité de s'émouvoir à partir d'échanges. Et c'est là le noyau dur central de toute la réflexion qui va modifier nos comportements, c'est comment on va se comporter par rapport à ce qu'on a ressenti. D'abord, je perçois, je sens quelque chose et je vais ressentir une émotion. L'émotion, c'est la première chose qui arrive. C'est, et ça vient du mot latin emovere, c'est mettre en mouvement votre pensée finalement. Et une fois que vous avez cette émotion, vous pouvez déclencher un sentiment de bien-être et je suis bien et non, on est dans un sentiment. Et puis après, être dans ce que disait Descartes, je suis et je pense. Et en fait, c'était ce qu'avait écrit Antonio Damasio, qui est un neuropsychologue, il y a plusieurs années, ce qu'il avait dit, Descartes s'est trompé. C'est pas je pense donc je suis, c'est avant tout je suis et je peux penser. Alors le sensible, c'est intéressant parce que quand on va s'intéresser à cette stimulation et générer des émotions, il y a un atout majeur qu'on peut avoir avec l'art qui nous permet de déclencher des émotions positives. Alors on peut définir l'art de différentes manières, je ne suis pas un spécialiste de l'art, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une activité humaine exclusive dans son initiation, en termes de l'imagination, qui n'est plus exclusive du tout en termes de créativité et production avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais qui reste exclusif pour les êtres humains en termes de perception et de ressenti. Ça va déboucher sur la réalisation d'une œuvre, c'est-à-dire une production qui est nouvelle, unique, originale et adaptée, qui peut être un objet physique ou un objet virtuel, et qui va faire référence à de l'esthétique et donc à quelque chose qui est beau, mais aussi et qui peut être associé à du concept.
Ça indique l'art une manière poétique d'habiter le monde, c'est-à-dire de vivre dans ce monde, d'échanger dans ce monde. C'est un mode de relation qui donc repose sur la sensibilité, qui va déclencher des émotions positives. On parle aussi de fonction poétique où le contenant et le contenu sont tout aussi importants. Et puis quand on s'intéresse à ça, au fait que l'art peut déclencher quelque chose par le fait que c'est beau, et qu'on revient à l'origine du sens du mot beau et du grec ancien kalos, eh bien beau, c'est la même chose que bon, c'est la même chose qu'utile. Et là, ça devient très intéressant si on prend cette mécanique du mot beau. À partir d'une stimulation qui va être une œuvre d'art, et qui va être belle, vous allez ressentir une émotion positive. De cette émotion positive va générer un sentiment de bien-être, et de ce sentiment de bien-être, on va avoir une utilité. Bien sûr, je vais vous le dire, sur la santé, mais pas que sur votre santé. L'art et la santé, définitivement, il y a un rapport et un bon rapport. Il y a un bénéfice d'être confronté à l'art pour la santé, qu'elle soit mentale, physique ou sociale. Ce qui a terminé cette discussion, c'était fin 2019, le rapport de l'OMS, qui est une revue de cadrage sur est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas, et la réponse a été oui. Alors le scientifique que je suis est toujours un peu agacé par la manière dont la question au début était posée, qui était quelles sont les données probantes sur le rôle des arts dans l'amélioration de la santé. L'hypothèse est biaisée, elle va que dans un sens. Généralement, on regarde dans les deux sens. C'est y a-t-il une relation? Quel est le sens de cette relation? Et est-ce une relation de causalité? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Ceci dit, globalement, la revue a été bien faite, beaucoup de publications analysées, et à la fin, c'est oui, il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice pour les malades, et la grande nouveauté, c'était aussi pour les non-malades. Et ça change un peu la donne dans cette utilisation de l'art pour la santé. On va sortir de l'art-thérapie que l'on peut qualifier comme une activité qui va surtout s'intéresser à des gens qui ont des maladies et faire de la prévention primaire et tertiaire en évitant les symptômes ou les conséquences des maladies. Et on va ouvrir le champ de l'activité artistique sur les bénéfices de la santé dans le champ des gens qui sont en bonne santé ou prévenir les maladies avant qu'elles n'arrivent. Et donc on peut agir à l'échelle d'une population. Et si je suis cette logique que je suis en train de vous présenter, eh bien, partons d'une stimulation et de quelque chose qui est beau et qui est donc la nature, concrètement, qui va déclencher cette émotion positive, ce sentiment de bien-être, et qui peut avoir cette utilité en dehors de votre bienfait sur votre santé, créer une conscience écologique, finalement, pour protéger notre bien commun à tous, qu'est la nature, pour un mieux-être collectif. C'est ça la logique que nous sommes en train de décortiquer et étudier en ce moment dans le laboratoire. Alors là, je vais peut-être aller un peu vite parce que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ça? Eh bien, à titre d'exemple, on est en train de travailler sur une application sur les impressionnistes. Impressionnistes qui sont connus pour avoir cette sensibilité, cette perception avec les images de la nature, concrètement. Et on s'est dit, à travers une situation d'un tableau impressionniste, on peut certainement jouer sur le bien-être des individus, aussi travailler sur leur identité culturelle si on s'amuse à comparer des impressionnistes comme des impressionnistes canadiens, Helen McNichol, avec des impressionnistes européens tels que Monet, et déclencher toute cette mécanique en utilisant un langage, un vocabulaire d'aujourd'hui, surtout si on va cibler une jeune population qui est la population des jeunes adultes qui est en difficulté mentale au Canada notamment en post-pandémique, et de dire on va pouvoir justement, à travers un outil numérique, les attirer vers des tableaux de peintres connus pour les ramener tout doucement vers des musées, pour leur créer une conscience écologique et bien sûr, avant tout, jouer sur leur bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part de tableaux d'impressionnistes numérisés, on étend les tableaux grâce à des intelligences artificielles génératives et on ajoute en plus dans la dimension immersive une musique qui vient finalement des végétaux peints sur les tableaux. Aujourd'hui, on peut enregistrer des signaux des végétaux
Ces signaux sont transformés en notes de musique qui sont transformées en musique. À titre d'exemple, alors je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer. Un chou. On met des capteurs. Il faudrait juste le son. Voyez, on accroche la musique, et on interagit avec la plante. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on dit que les plantes, c'est vivant. Oui, une plante, ça pousse, ça grandit, ok, à une vitesse qui nous dépasse parfois, on ne le voit pas. Il faut beaucoup de temps. Alors qu'en jouant sur la musique et cette interactivité qu'on peut avoir avec cette plante inerte, on crée une dynamique d'interrelation de la plante avec l'individu, à tel point qu'aujourd'hui on travaille notamment avec le Jardin botanique sur des ateliers de plantes musicales pour créer cette conscience dans le grand public. Et puis on peut aussi faire partir du tableau de Elaine McNichol tel qu'il est au milieu de cette diapositive, et puis l'étendre. Alors je vous ai fait une petite démo à partir, il faudrait, ça ne se lance pas. Est-ce que vous pourriez lancer? Ouais, s'il vous plaît. Donc en fait, on part de ça. Vous voyez, le tableau, vous voyez, là, cette partie est libre, cette partie n'existe pas, et on a pu, grâce à une intelligence artificielle, qui est spécialiste dans l'histoire, reconstruire ces techniques, on peut aller se promener à l'intérieur. Là, c'est juste une vidéo. Si on peut s'amuser à aller toucher certains éléments. Là, on a fait ça rapidement pour la présentation aujourd'hui, mais c'est ce que va faire cette application concrètement, créer ce sentiment de plaisir de la nature à travers un outil et attirer après les gens dans des parcs éventuellement ou au musée, bien sûr. Et je vous remercie de votre attention. Merci, mon Dieu, on était transportés. Là, on était entourés de chants d'oiseaux, de l'eau qui coule et de cette belle nature. Merci, Olivier, pour cette présentation. J'ai déjà visité un vignoble au Pays Basque où on utilisait la représentation, la transposition de ces sons de la nature en musique. Et semble-t-il que le vin était meilleur. Bon, mais ça, c'était peut-être autre chose. Alors, pour la prochaine présentation, on aura droit à un duo de conférenciers, un à Montréal et une à Montréal et un à Québec. Alors, leur conférence s'intitule « Vers un système de santé durable, l'interdisciplinarité, une force ». D'abord, nous entendrons M. Cyril Frazao. Il est engagé dans le milieu environnemental au Québec depuis au moins 10 ans. Il a notamment été l'un des précurseurs à faire des liens entre l'environnement et la santé. Il est présentement directeur santé et climat à la SPQ et il relève le défi pour que la santé publique soit au cœur de l'action climatique dans une perspective de santé planétaire, des mots qu'on a entendus. Alors, Cyril va venir me rejoindre d'abord et ensuite, on entendra à Montréal Sarah Machan. Sarah, elle est la coordonnatrice régionale pour le Québec chez Cascade. Elle est passionnée par le développement durable et la crise climatique. Elle a contribué à de nombreux projets en santé environnementale et en développement durable. Alors, à vous la parole. Merci Hélène. Donc moi je vais probablement être dans le moins beau, comme mon collègue docteur Olivier. On va parler de scénarios climatiques qui amènent souvent de l'éco-anxiété, de la peur, mais je pense que c'est important pareil de faire ce lien-là, comme quoi le secteur de la santé peut avoir un leadership important dans l'action climatique. Donc, on va parler de quelques chiffres déjà. J'aimerais ça comme vous amener un peu plus dans une perspective d'entonnoir. Vous allez voir, on va parler d'intersectorialité. Je vais vous amener vraiment dans un parcours de où est-ce qu'on en est avec des chiffres clés qui ont été notamment ressortis lors de la COP 28, la dernière convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, pour vous amener petit à petit au bout de l'entonnoir vers de l'interdisciplinarité, plus avec ma collègue Sarah sur le secteur de la santé. Donc, comme vous le savez déjà, probablement, après un été plus chaud que la normale, puis un automne beaucoup plus doux, c'est officiel. J'aurais préféré émettre une autre annonce plus jolie. Mais 2003 est donc l'année la plus chaude.
jamais enregistrant qui atteignent des sommets qui s'approchent dangereusement de la fameuse limite du 1,5 degré. Donc là, on parle à l'échelle mondiale, bien entendu. Donc 2023 se démarque avec la température de 1,48. Il faut savoir qu'au Québec, ça a été aussi l'année la plus chaude, jamais enregistrée depuis 1950. On peut regarder aussi les journées qui sont anormalement chaudes. Donc, vous voyez ici sur l'axe X de 90 à 2023 aujourd'hui. Si vous regardez la couleur mauve, plus de 1,5 degré, cette année, il y a eu 173 journées qui ont dépassé le 1,5 degré. Quelques chiffres encore quand même assez alarmants, mais j'aimerais vous rappeler lors de l'accord de Paris que les signataires se sont engagés à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et idéalement, si possible, à 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle. Quelque chose d'important lorsqu'on parle d'écart, justement, on dit que 2 degrés, ça donne comme une certaine latitude, mais c'est vraiment le gros max. Là. Le 1,5, c'est ce qui nous permettrait d'éviter les catastrophes et les risques climatiques sur notre santé de façon plus élevée que modérée qu'on peut voir à 1,5. Si aujourd'hui on voulait avoir des engagements qui tiennent la route pour respecter ce 1,5 degré, le monde devrait réduire ses émissions de carbone de 8% chaque année d'ici 2034, donc pour conserver cette chance-là du 1,5. Et on a aussi, si vous le savez, un crédit carbone sur lequel les experts scientifiques se reposent pour dire combien il nous reste de ce crédit carbone-là pour éviter d'atteindre ou quand est-ce qu'on va atteindre ce 1,5 degré. Donc, un rapport qui est sorti en amont de la COP28 dit que dans un peu plus de 5 ans, la planète aura brûlé suffisamment de carbone pour provoquer un réchauffement d'environ 1,5 degré. Lorsque on regarde les chiffres clés à droite, je ne vais pas tous passer, mais bien sûr, ça a un impact sur l'ensemble des écosystèmes. Lorsqu'on parle de crise climatique, on parle bien sûr de crise de perte de la biodiversité et de crise sanitaire. Donc, tous ces enjeux-là sont, comme on a vu avec mes collègues, qu'on parle d'une seule santé, santé planétaire. Tout est dans tout. Ce qu'on dit souvent, c'est que les chiffres, je vous laisserai voir un peu plus. Ça peut être au niveau d'aller jusqu'à des milliards en dépenses par rapport à l'adaptation au changement climatique et aussi des causes de mortalité qui vont être exacerbées au niveau des températures extrêmes notamment. De bonnes nouvelles, oui. Il y a des bonnes nouvelles, donc je sors du scénario rouge pour vous amener dans un scénario orange. On va dire que les investissements sur les énergies renouvelables, donc ce que vous avez présentement, ça provient du rapport Lancet Countdown 2023, donc qui est quand même le rapport qui est émis par les professionnels de la santé à l'échelle de l'ONU. Donc les investissements sur les énergies renouvelables ont augmenté de 15% en 2022, qui dépasse donc à peu près 61% l'investissement des énergies fossiles. Donc ça, c'est le graphe en haut à gauche. Ensuite de ça, vous pouvez regarder en bas à gauche. Ce qu'on regarde, c'est que les prêts ont atteint le même niveau que l'énergie fossile. Ensuite de ça, en bas à droite, beaucoup plus d'emplois reliés aux énergies propres. Ce qui est intéressant de voir au niveau quand on parle de crise sanitaire, on parle beaucoup de crise de la pollution de l'air. Donc, en haut, au milieu, on peut voir qu'il y a eu donc une diminution de 15% de mortalité en lien avec la pollution de l'air, dont 80% qui est relié à la diminution de l'utilisation du charbon. Mais voilà, nous continuons d'augmenter nos émissions de GES. Donc, c'est là où le mais et l'éléphant est toujours dans la pièce. Et si vous avez bien compris, l'éléphant, je parle des énergies fossiles. On n'en a jamais autant parlé à la dernière COP28 à Dubaï, donc un des plus grands producteurs de pétrole. Donc, c'est un peu ironique quand on pense que la COP, pour essayer de s'engager vers des actions climatiques qui vont nous sortir de la tempête, soit produite dans un pays pétrolier où il y a eu plus de 2400 lobbyistes pétroliers et gaziers qui ont profité de l'occasion pour vendre leurs services et pour présenter des fausses solutions climatiques aussi. Donc, même si la COP a introduit pour la première fois la mention des énergies fossiles comme la cause principale des changements climatiques dans le fameux accord final, donc le fameux bilan mondial, il n'est plus question de sortir des énergies fossiles, mais plutôt d'avoir une transition hors de celles-ci.
donc qui amène un paquet d'interprétations, notamment en termes de solutions climatiques de la part des lobbyistes pétroliers et gaziers. La santé dans tout ça, pour la première fois, une journée entièrement dédiée à la santé, donc a eu lieu à la COP28, réunissant plusieurs autorités mondiales en santé publique de chaque pays membre de l'ONU. C'est plus 123, on est rendu à 150 pays de l'ONU qui ont signé une déclaration sur le climat et la santé. Il y a donc un fort momentum pour que le secteur de la santé soit donc un leadership. Et quand on pense que l'un des premiers rapports du Lancet Countdown, justement, a été émis en 2009 et 15 ans plus tard, alléluia, on a enfin une journée dédiée à la santé. On va parler un peu plus de où est-ce que le secteur de la santé peut avoir justement ce leadership et permettre aux différents gouvernements fédéral, provincial et même au niveau de nos gouvernements de proximité de respecter leurs engagements d'émissions de GES. Donc, on parle de l'atténuation, de l'adaptation, de la transition juste. Au niveau de l'atténuation, le gouvernement s'est doté d'une cible de réduction des émissions de GES pour les bâtiments de l'État de 60 % à l'horizon 2030 et être carboneutre d'ici 2040. Et du côté des transports, c'est 100 % des véhicules légers institutionnels d'ici 2030 et l'ensemble du parc zéro émission. Donc pour ça, la SPQ, grâce à un financement de la Fondation Trottier, a mandaté la firme Dansky pour mettre une feuille de route pour atteindre la carboneutralité de ce système de santé-là. Donc, ce qu'on voit ici déjà, c'est que le secteur de la santé émet actuellement 3,6 des émissions totales de GES, dont, c'est pas très étonnant, le chauffage a une grande partie, donc de 35 % sur ces émissions. Ce qu'on voit ici, c'est que pour avoir une décarbonation efficace, efficiente, c'est aussi conjuguer l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. On parle rarement de la sobriété énergétique, mais c'est toujours aller à la source des choses, donc nos types de consommation, même au niveau de l'énergie. Donc, c'est un peu une fausse solution de dire qu'il va falloir tout le temps avoir plus de barrages pour à nous alimenter. Excusez-moi, ma montre me dit même que je dépasse le temps bientôt. Donc, je prends le temps, mais j'y vais pareil avec toutes ces données pour vous dire qu'il y a possibilité d'avoir une économie de 25 % d'énergie juste à travers 3 solutions clés, notamment au niveau de l'éclairage. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'éclairage est le deuxième poste en importance de consommation d'électricité après les équipements auxiliaires. Donc, juste en remplaçant par de l'éclairage d'aile, on peut économiser jusqu'à 6 %. Il y a aussi tout l'aspect de récupération de chaleur qui est une mesure phare pour le secteur de la santé, car c'est des pertes de chaleur importantes à cause du déplacement d'air dans les bâtiments. Donc, la récupération de chaleur permettrait d'économiser 15 % si c'était fait de façon efficiente. Et la substitution, justement, des énergies fossiles par des énergies renouvelables nous permettrait aussi là d'économiser 4 %. Donc là, il y a un 25 % qu'on peut déjà économiser. Ensuite de ça, on passe justement à où est-ce qu'on... Il manque une diapositive, c'est... Non. Il manque une diapositive. Et ce qu'on voit dans la diapositive, vous allez imaginer, c'est au niveau... C'est... Comment? OK, parfait. Vous la verrez en ligne. C'était au niveau de la diminution des GES. Dans quel secteur d'intervention on a justement le plus de diminution de GES? Et c'est 50 % qui allait justement à la substitution des énergies fossiles, donc qui est notamment au niveau du gaz naturel. Donc, ça permettait sur une échelle donc, de 10 ans d'avoir une économie à peu près de, je ne sais plus exactement, de 9,8 tonnes de GES justement qui pouvaient être diminuées pour arriver à la carboneutralité avec un investissement finalement d'ici 2040 de 3,8 milliards de dollars. Quand on a calculé le coût de l'inaction, si on faisait rien, d'ici 2050, ça nous coûte 5 milliards de dollars. Donc, je pense que rendu là, on est mieux d'investir pour passer à l'action. Donc, le système de santé doit promouvoir une transition qui soit vraiment axée sur la sortie complète des énergies fossiles et qui maximise les bénéfices pour la santé. Malgré une déclaration sur la santé à la COP, il y a eu quand même, faut le dire, aucune mention des énergies fossiles. Donc, c'est quand même aberrant en termes de santé, déclaration santé-climat, de ne pas faire la mention.
Au niveau de l'adaptation, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, comment est-ce que le secteur de la santé peut contribuer à l'accélération de l'adaptation au changement climatique? C'est majeur. L'atténuation est importante, bien sûr, si on va atténuer les changements climatiques, mais il faut absolument aussi, à part égale, financer l'adaptation. On a les deux pieds dans la tempête de la crise climatique. C'est là que ça se passe. C'est maintenant. Donc, chaque dollar investi dans les projets d'adaptation est rentable. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, au Québec, de 2004 à 2019, le gouvernement a réservé en moyenne uniquement 2,2 % de budget en santé publique, alors qu'au Canada, c'est 5,4 %. Et la santé publique, c'est là où justement vous avez la majeure partie des initiatives d'adaptation et de prévention. Si vous regardez le graphique, ce qui est important de voir, les trois couleurs jaune, rouge et mauve. Jaune, c'est les impacts qu'on ressent avec l'augmentation. Donc, jaune, c'est modéré, élevé, puis très élevé. Et si je prends le premier cas à gauche de la morbidité liée à la chaleur, on voit de gauche à droite les trois scénarios avec une adaptation limitée, une adaptation incomplète, une adaptation proactive. Donc, on voit que dans l'adaptation, si on a une adaptation proactive, bien, on limite les impacts et on reste justement dans une adaptation qui nous permet de mieux répondre aux risques sanitaires qui s'en viennent. L'adaptation, promouvoir les avantages de mode vie sain, on en a déjà beaucoup parlé, je pense, avec différents types d'initiatives comme le verdissement. On parle notamment du modèle 330-300, comment avoir 3 arbres justement en face de chez soi dans un quartier qui est 30% au minimum de canopée et avoir accès à un milieu naturel, que ce soit un parc urbain ou autre, à moins de 300 mètres, sans barrière infranchissable. On l'oublie ça souvent pour les populations plus vulnérables qui ont une difficulté au niveau de l'accessibilité. C'est important de ne pas avoir de barrière infranchissable. Il y a aussi les autorités de santé publique du Québec qui ont déclaré l'urgence d'agir pour en santé en santé. Donc, c'était en marge de la COP28. Donc, il y a aussi une opportunité grâce aux autorités qui se prononcent justement pour un Québec plus en santé avec plusieurs engagements. J'aimerais quand même rappeler l'aspect de la communication climatique. On en parle peu et beaucoup en même temps. Justement, vous avez probablement pu voir le baromètre de l'action climatique 2023 sur l'action climatique, où il y a quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé. C'est on avait posé la question parmi les concepts suivants, lequel seriez-vous en mesure d'expliquer facilement à une autre personne? Différents concepts sur l'impact des changements climatiques, l'adaptation au changement climatique, la compensation carbone. Et ce que vous pouvez voir, c'est tout est en dessous de 50%. Donc, l'information, on peut être entre nous, on connaît bien tout un peu les enjeux, mais dans le grand public, c'est pas ça encore. Donc, il y a aussi de l'éco-anxiété qui est reliée à ça. 54% déclarent de l'éco-anxiété, 21% pensent que c'est trop tard. Donc, il y a un optimisme qui diminue, une impuissance qui augmente. Et on voit aussi que les médias ont un rôle à jouer majeur là-dedans pour établir des liens entre la santé et le climat. Donc, on parle beaucoup de climat, de santé, mais pas assez des liens entre les deux. Et on voit quand même que ça commence à augmenter un peu plus dans les médias au niveau à l'échelle mondiale. On commence à faire plus le lien entre la santé et le climat. Donc, réussir l'adaptation, financer l'adaptation, les initiatives de communication, soutenir les médias à différentes échelles pour axer les informations et les publicités sur les solutions climatiques. À peu près encore plus de 50% du budget des publicités sont sur les publicités liées à l'automobile. Et assurer une transition juste, j'en parle pas, mais tout justement ne laisser personne derrière et d'amener justement les gens à se reconvertir, à avoir une meilleure formation aussi pour des emplois verts. Donc, je finirais comme quoi, pour arriver à tout ça, pour arriver à une collaboration, il faut de l'intersectorialité, il faut que tout le monde se mette là-dedans pour arriver à un engagement donc d'ici 2050 de carbone neutralité. Parce qu'en ce moment, on est loin de là encore selon les différentes politiques 2023 qui nous mènent absolument pas là. Ça sera ma collègue qui vous en parlerait, l'interdisciplinarité au sein même d'un secteur. Je laisserai Sarah en parler. Donc, il y a une vague en ce moment. Il ne faut pas se la prendre en pleine phase. Il faut en profiter pour surfer dessus. Et j'aime dire que le meilleur moment pour s'attaquer au changement climatique, c'était il y a 20 ans. Le deuxième moment, c'est maintenant. Voilà. Merci Cyril. Et merci à l'équipe de la SPQ de nous permettre de présenter à 250 km de distance, je voulais noter. Moi, je suis là aujourd'hui pour parler d'interdisciplinarité et parler du RASDQ, donc le réseau d'action pour la santé durable du Québec. Je ne sais pas comment lancer les diapos, mais j'ai des diapos.
ça s'en vient. Donc, le RASDQ a été présenté l'an dernier par mes collègues Jérôme Leclerc, qui est là aujourd'hui, et Laurence Sauvé-Lévesque. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un comité en particulier et en fait, des suites de ce qui a été fait au sein de ce réseau. Donc, petit retour, le RASDQ, c'est quoi? C'est un regroupement qui a commencé en 2019 et qui s'appelait à l'époque La Planète s'invite en santé, qui a commencé par des professionnels de la santé qui ne voulaient plus contribuer à ce qui est nommé aujourd'hui comme étant la plus grande menace à la santé du XXIe siècle, à savoir les changements climatiques. Aujourd'hui, c'est 32 organisations membres et partenaires qui représente plus de 180 000 travailleurs et travailleuses de la santé. Une grande charte, 10 constats, un grand engagement, donc de favoriser un virage éco-responsable du réseau de la santé et des services sociaux, et 3 comités interdisciplinaires, les 3 comités étant formation, communauté durable et système de santé durable. Donc, vous l'avez vu dans l'introduction, moi je travaille pour Cascade. Donc, qu'est-ce que je fais là? Ce comité-là a été créé en septembre 2022, mais est le fruit d'un travail quand même qui a duré plus d'1 an, en collaboration entre le RASDQ, qui est parrainé par la SPQ, et Cascade, qui est une initiative pan-canadienne financée par Environnement Changement Climatique Canada et de par sa nature pan-canadienne a des ancrages un petit peu partout. Notre ancrage au Québec, c'est le RASDQ via ce comité. Alors, ce comité a 4 objectifs. Je vais les passer rapidement et puis on verra dans les exemples à quoi ça ressemble en fait. On veut favoriser la concertation interdisciplinaire. Donc, Cyril en parlait tout à l'heure, au sein du réseau de la santé, toutes les disciplines de la santé, et interinstitutionnelles en santé, en services sociaux. Sensibiliser les professionnels et les étudiantes sur le pourquoi un virage éco-responsable et comment obtenir ce virage, mobiliser évidemment le personnel et les étudiants et étudiantes et plaider pour la mise en œuvre d'un virage à grande échelle. Donc voici une pizza de logo. Sur les 32 membres et partenaires du RASDQ, on a des représentants de 15 si on compte le RASDQ, organisations, et ça... Ce sont des médecins, ce sont des infirmières, ce sont des catégories 4, ce sont des personnes qui travaillent dans le réseau, des personnes qui travaillent autour du réseau. C'est beaucoup de monde. Donc là, aujourd'hui, je vous donne juste quelques exemples rapides des grands projets là, qui ont été réalisés dans la dernière année. Donc ça date ce comité date de 2022, on commence 2024. Donc en 1 an, qu'est-ce qu'on a réussi à faire en mettant tout le monde ensemble et en ayant ces grandes conversations? Donc, premier grand point qui date d'avant la création du comité, c'est le plaidoyer. Donc une pétition a été lancée en 2021 en fait, et ensuite déposée en 2022 pour la carboneutralité du réseau de la santé et des services sociaux. D'ici 2040, plus de 3000 votes pour cette pétition. Ensuite, en 2023, début 2023, il y a eu un mémoire sur la stratégie de développement durable du gouvernement du Québec. Et en juillet 2023, le RASDQ, avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et Synergie Santé-Environnement, a rencontré le cabinet du ministre de la Santé avec le sous-ministre adjoint à la Direction générale de la planification stratégique et de la performance, pour discuter de la carboneutralité du réseau de la santé et des services sociaux et de ce qu'allait devenir le développement durable dans le projet de loi 15, qui est maintenant la loi 15. Il y a aussi eu un petit peu de... Cyril l'a présenté, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais sur des concertations pour le rapport de Donsky. Des guides de ressources ont été créés, un principal qui est disponible sur le site internet, accessible à tous. Une formation a été donnée à la PTS, donc toujours pour cibler les catégories 4. Donc ce guide de ressources est un travail entre ce comité et le comité formation, ainsi que des membres du comité de coordination pour toucher, en fait, pour offrir des ressources à tous les domaines qui touchent à la santé. Un projet encore sur les perturbateurs endocriniens qui date de cet hiver en néonatologie,
C'est un partenariat entre l'hôpital St. Mary's, Synergie Santé Environnement, le RASDQ et le SIAP, donc Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Gros projet qui date d'il y a 2 semaines, en fait, qui a été lancé le 17 janvier 2024, c'est la plateforme phare climat santé. Donc ça répond un petit peu à tous les objectifs qu'on avait pour ce comité. C'est une plateforme qui permet un transfert d'expertise, de la communication inter et intra établissements de santé, et en fait qui agirait comme un répertoire d'initiatives en développement durable et changement climatique dans les établissements de santé. Elle est en ligne, je vous invite à y jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le but, c'était de travailler avec le réseau, mais on est aussi parti au niveau de l'intersectorialité, puisqu'on est allé chercher le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, donc le RNCREC. On a travaillé avec eux pour développer cette plateforme, puisque au final, ça nous touche tous et toutes. Et je continue avec la dernière campagne qui a touché, j'ose le croire, plusieurs centaines de personnes. Vous avez peut-être déjà vu ces affiches, les gants, pas tout le temps. Ça fait un petit peu peur, mais on a travaillé principalement avec des personnes en prévention, contrôle des infections, parce que l'impact de l'utilisation des gants dans les établissements de santé et services sociaux est très important et représente aussi un risque pour la santé, puisque l'utilisation des gants parfois remplace le lavage des mains, ce qui représente un risque pour la santé à la fois des travailleurs, travailleuses et des usagers et usagères. Donc on a créé une affiche qui est basée sur de la documentation qui vient de l'OMS, et on a travaillé avec, la liste rapide là, c'était Cascade, le réseau d'action pour la santé durable du Québec, Synergie Santé Environnement, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, l'Association des médecins d'urgence du Québec, Médecins francophones du Canada, l'Association canadienne des infirmières pour l'environnement, Choisir avec soin Québec, et depuis quelques jours, j'ai eu la nouvelle, je pense hier, le regroupement intersyndical sur le climat a apporté son soutien à cette campagne, et pour la pousser grâce à un mouvement au niveau de la CSN. Donc ça, c'est pour les gants. Donc je vous ai donné ici très rapidement des exemples de projets sur lesquels on a travaillé entre 2022 et 2023, mais je pense que ce qui est très important ici, c'est qu'aucun de ces projets n'aurait pu naître sans un engagement et beaucoup de travail, on s'entend, interdisciplinaire. On n'aurait pas pu commencer quoi que ce soit avec uniquement des médecins, avec uniquement des infirmières. Il a fallu mettre tout le monde ensemble. Ces projets sont des débuts de projets, puisque le comité vient de naître, mais j'aimerais noter aussi que beaucoup de ce travail est bénévole pour l'instant, et qu'on a quand même réussi à lancer des campagnes très intéressantes grâce à ce travail. Donc, merci. Nous, de notre côté, on va continuer à travailler dans l'interdisciplinarité, parfois dans l'intersectorialité. Et puis, si vous voulez suivre l'avancée de nos projets, puis ceux qui s'en viennent, vous pouvez vous abonner à nos infolettes ou nous contacter directement. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Cyril, tu peux venir me rejoindre? Oui, tu sais, Cyril. Ah, il est là. À Montréal, s'il vous plaît, on aura Cécile et Olivier qui pourront répondre à des questions. Je vois déjà des gens au micro, ou c'est des gens qui sont debout, qui ont hâte d'aller dîner. Non, de notre côté, pour le moment, personne au micro. Peut-être toi Ah de oui, ton nous, côté. on a quelqu'un au micro. Oui. Ah bon. Venez avec moi. On va changer de place, Cyril. Très bien. Oui. On va se battre. Qui est-ce qui est le premier? C'est moi, c'est vous? Une question. Ok. Bonjour, Guy Desrosiers et Capsana. Une question rapide pour Cécile. Lorsque vous nous avez parlé de la maladie de Lyme, vous nous avez donné des statistiques jusqu'en 2018, la croissance. Est-ce qu'il y a des chiffres plus récents? Oui, merci. Oui, il y en a effectivement. Habituellement, je les mets en marge parce qu'on n'a pas encore de graphique avec tout intégré dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, je n'ai pas mon schéma, mais ça a commencé à faire un cycle. Ça diminue une année sur deux, mais c'est en constante augmentation. Donc là, je ne peux pas vous dire par cœur pour 2023, mais on est bien au-delà de 2500 cas. Donc ça continue, puis ça prend même une courbe encore plus drastique là, pour augmenter. Merci, Cécile.
Madame? Oui, bonjour, Laura Ducharme, en fait, directrice générale de Maïkana Intervention par la nature et l'aventure. Donc, on est un organisme à but non lucratif qui offre de la formation et de l'intervention par la nature et l'aventure. Donc, j'étais enchantée de voir qu'il y avait un bloc complet qui était dédié justement à cette interconnexion-là entre la nature et la santé humaine. Donc, merci beaucoup d'ailleurs pour ces belles initiatives et ces belles présentations. 2 questions. Donc, première question, je me demandais quelles étaient justement les ouvertures et les possibilités d'établir des ponts, excusez-moi, entre les initiatives en intervention plein air qu'il y a présentement au niveau des professionnels de la santé et des services sociaux qui développent des projets justement d'intervention en santé mentale ou en santé physique avec leur clientèle en tant que travailleuse sociale ou en tant que psychologue ou médecin. Et la deuxième question que j'avais, donc, c'était de voir est-ce qu'il existe des outils. J'ai vu qu'il y avait une plateforme, justement, Phare Climat, qui était intéressante. Je me demandais s'il y avait des outils pour outiller nos professionnels de la santé et des services sociaux pour intégrer cette perspective-là de nature, santé. Donc, merci. Et je peux commencer, collègue de Montréal, vous êtes correct? Et il y a une initiative qui s'appelle Prescrit Nature, qui commençait en Colombie-Britannique, mais qui maintenant au Québec, qui regroupe un paquet de professionnels de la santé, donc qui permet aux médecins de prescrire la nature aux patients. Donc, ça permet en même temps de faire la promotion de la déprescription, mais ça pourrait, donc, il y a un site web qui permet aussi d'amener toutes les initiatives qu'on peut retrouver. Et ça pourrait être intéressant, justement, de voir avec Prescrit Nature probablement une collaboration avec vous sur l'aventure, la nature, comment est-ce que ça peut participer justement à améliorer les aspects de santé et de mieux-être aussi, là. Mhm. Est-ce qu'il y a des conférenciers de Montréal qui aimeraient commenter, répondre à la question? Oui, je peux peut-être ajouter un petit peu d'informations sur Phare Climat. Là, pour l'instant, on a lancé Phare Climat Santé, mais je sais que le RN-CREC a déjà lancé Phare Climat Municipalité et il y a d'autres Phare Climat qui s'en viennent. Donc, il y aura toujours une possibilité de soumettre des initiatives sur les plateformes qui existent et qui s'en viennent. Merci. Thomas, est-ce que tu as des questions à Montréal? Oui, de notre côté. Allez-y. Il n'y a pas de micro. Oui. Julie Saint-Pierre, pédiatre et chercheur. Je voudrais savoir, d'un point de vue clinique, je voulais poser la question à l'heure du lunch à notre experte, mais je pense qu'elle est d'intérêt public. J'ai fait une maladie de Lyme. Je prescris la nature tous les jours quand même à mes petits patients. Donc, quelle est la meilleure façon de conseiller les familles pour se protéger de la Lyme sans accentuer en fait la crise climatique avec des produits qui pourraient rendre la Terre encore plus malade? Donc, quels sont vos meilleurs conseils? Bien, merci de la question. Je ne suis pas médecin. Je suis médecin vétérinaire, donc je n'aurai pas de conseils cliniques, on s'entend. Par contre, ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais pour transmettre la bactérie qui cause la maladie de Lyme, ainsi que d'autres bactéries là, qui ont été documentées, la tique doit rester attachée sur vous plus de 24 heures pour que le risque soit significatif. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, contrairement aux moustiques, quand nous piquent, vont nous transmettre des virus très rapidement. Là, on a une certaine marge de manœuvre, une certaine marge de temps. Donc, si on adopte des bonnes pratiques préventives, donc de faire l'examen corporel rapidement en revenant à la maison lorsqu'on sait qu'on a fréquenté un endroit à risque, qu'on apprend à retirer de façon sécuritaire une tique, on vient de diminuer notre risque de vraiment beaucoup, voire jusqu'à 0. Donc, évidemment, il y a plein d'autres mesures préventives qu'on peut prendre. Donc, je peux même vous faire une annonce, là. Donc, pour ceux qui connaissent la plateforme e-TIC, qui est une plateforme pan-canadienne, donc qui est gérée par l'Université Bishop, ici au Québec. Donc, c'est une entomologiste médicale, Jade, qui gère cette plateforme. Donc, si vous trouvez une tique sur vous, sur votre animal de compagnie, vous pouvez la prendre en photo avec un appareil mobile, l'envoyer. La tique est identifiée et ça revient avec certains conseils. Donc, nous, depuis 1 an, on a travaillé avec elle pour ajouter une plateforme qui va s'appeler Pratique.
on est bon dans les jeux de mots, à cette plateforme et qui, elle, est centrée sur la prévention. Et donc là, elle est presque finie. En fait, la première étape, avec toute l'information, va être lancée dès ce printemps, avant la saison d'éthique, on l'espère, et pour exactement faire ce que vous me demandez, c'est-à-dire donner de l'information accessible au grand public sur comment se protéger, mais pas qu'avec des recommandations comme on pourrait trouver sur les sites de santé publique qui existent et qui sont bien faits, là, INSPQ. C'est qu'on a étudié depuis les dernières années toutes les barrières aussi à l'adoption de ces comportements préventifs. Je vous donne juste un exemple. Le DEET est dangereux pour la santé. Donc, on va déconstruire certains de ces mythes-là aussi et les expliquer sur la plateforme. Comme ça, les personnes aussi, quel pourcentage de DEET est efficace contre les tiques, par exemple, parce que ce n'est pas nécessairement la même chose que les moustiques, la fréquence d'administration. Donc là, les gens vont pouvoir consulter ça. Donc, je vous inviterai à la consulter quand elle sera officiellement ouverte. Merci. Merci. Monsieur. Paul Maquet, rue Sécure. Moi, ma question est pour M. Frazao. Là. Dans sa présentation, il y avait les émissions de gaz à effet de serre reliées au secteur de santé. Il n'y avait aucune donnée qui traitait du transport des employés du secteur de la santé et du transport, c'est ça, des patients, qui me semble être un enjeu majeur. Alors, disons que je me dis, est-ce que vous envisagez d'inclure ces aspects-là, peut-être en élargissant l'interdisciplinarité à des gens à l'extérieur du bâtiment de l'hôpital? Oui, dans le rapport d'Unsky, justement, que vous pouvez regarder en ligne, je ne l'ai pas précisé sur le site de la SPQ, il y a ce qu'on appelle les émissions indirectes. Donc, c'est environ 80% qui proviennent des émissions indirectes, qui proviennent notamment au niveau du transport, que ce soit les employés ou les patients. Donc, c'est un gros travail. Malheureusement, il n'y a pas assez de données aussi au Québec. C'est pour ça qu'il y a aussi une campagne de comment est-ce qu'on peut avoir plus de meilleures données pour avoir une construction de plus de solutions concrètes. Mais il y a des initiatives, c'est sûr, qui sont déjà portées par d'autres organisations, comment améliorer justement l'apport du transport collectif et actif, comment est-ce que le secteur de la santé peut aussi promouvoir le déplacement, financer aussi probablement des initiatives auprès des employés de se déplacer en transport en commun. Donc oui, il y a les mesures indirectes et dans le rapport, on en parle, mais ce n'est pas aussi précis parce que c'est quand même énorme comme enjeu, mais c'est sûr qu'il faut aller au niveau de ces mesures-là. Je crois que le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke est comme un chef de file à la recherche de moyens. Puis peut-être je cautionnerais que si on retarde, c'est ça, d'obtenir toutes les données précises jusqu'au dernier centimètre, c'est ça, ben, peut-être qu'on va manquer le bateau. Là, hein? Oui, le problème va s'amplifier. Je suis d'accord, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, on est comme sur une vague, on profite de la vague pour solutionner. Il y a des mesures qui existent déjà, il faut comme les financer et en contrepartie, il faut continuer aussi à améliorer la recherche et à partir de ça, il nous faut des données ouvertes. Thomas, à Montréal? J'ai peut-être quelque chose à ajouter à ça. Oui, simplement, Sarah. à un niveau peut-être plus petit, pas juste au niveau du Québec, mais il y a beaucoup d'établissements de santé qui se sont lancés et qui se lancent actuellement dans la grande aventure des bilans des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, la collecte de données reste un des enjeux les plus significatifs pour ces bilans. Par contre, certains établissements ont réussi à avoir une idée au moins des émissions reliées au transport. Je vous invite à qu'on s'en parle pour qu'on puisse peut-être vous sortir une liste, mais ça se fait parfois au niveau des établissements de santé. Puis la gouvernance fait en sorte que les bilans ne sont pas les mêmes pour l'instant, mais il y a certaines organisations qui travaillent, entre autres Synergie Santé Environnement, qui travaillent à faire en sorte à ce que les bilans se ressemblent pour pouvoir permettre une comparaison dans le temps et peut-être aussi entre établissements. Merci. Est-ce que vous avez une question à Montréal? Nous, on a quelqu'un à Québec. Oui, on a une dernière question de notre côté à Montréal. Parfait. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Pascal Fleury. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années au programme Écoquartier Ruelle Verte là, à Montréal. Mais je parle aujourd'hui comme citoyenne. Je suis en pause. Et dans le fond, une des difficultés en fait, c'était très intéressant. Puis ma question, dans le fond, va peut-être s'adresser à l'ensemble des gens depuis hier, aujourd'hui.
Dans le fond, c'est que pour faire les projets, quand on faisait des projets, par exemple, de ruelles vertes, de jardins collectifs, n'importe quoi, le fait qu'on faisait des projets avec un ensemble de voisins, ça créait beaucoup de sens, beaucoup de liens. Ça rejoignait tout le monde, les gens défavorisés, les gens moins défavorisés. Il y avait donc la mixité sociale, il y avait toutes sortes de choses. Mais donc, pour faire ces projets-là de verdure qui sont très bons pour l'adaptation au changement climatique, notre obstacle numéro 1 était le problème de la culture de l'automobile et la peur que les gens avaient de perdre soit un stationnement, soit un accès, soit quelque chose comme ça. Vraiment, puis si on regarde, tu sais, on a fait un exercice, à un moment donné, j'ai participé à un exercice Montréal 2050, tu sais, éventuellement, il n'y en aura plus des voitures à essence, il va y avoir donc éventuellement juste les voitures électriques. Les voitures électriques, ça prend beaucoup de ressources, ça coûte très cher, il n'y a pas nécessairement assez d'électricité pour ça non plus, c'est peut-être pas la solution non plus parfaite. Oui, je vais devoir vous demander de poser votre question ou de dire à qui vous aimeriez vous adresser. Oui, bien, en fait, je pense que ce qui est le plus important pour changer, en fait, pour arriver à faire des projets, il faut qu'on arrive à attaquer cette question de la culture de l'automobile-là, puis qu'on arrive à faire en sorte que les gens se sentent heureux et réalisent en fait qu'ils sont heureux de ne pas l'utiliser. Tu sais, les projets de trottibus, tous les projets, tout ça. Fait que dans le fond, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la santé publique, que tout le monde, que les acteurs essaient de trouver des façons de collaborer avec les autres acteurs, donc dans l'intersectoriel, mais pour essayer de faire la promotion davantage de ça, que ça se peut de vivre sans auto, puis qu'on va être plus heureux, puis qu'on va arriver à avoir un environnement plus adapté. Merci, Madame. Je peux vous dire qu'en tout cas, il y aura dans cette grande conversation du panel de cet après-midi, ce sera certainement un élément qui pourra être abordé. Vous mettez le doigt sur un gros problème. Oui, Dr. Boucher. Vous touchez le noyau dur, c'est comment on engage les gens dans cette relation. C'est pas simple, et comme vous l'avez dit, il faut rendre les gens heureux. D'accord ? C'est déclencher quelque chose qui est basé sur une émotion en arrêtant de basculer, de redonner tout le temps des informations négatives. Comment vous allez changer pour être un peu plus mieux dans votre vie, définitivement. Et cet engagement est très compliqué. Je vous donne un tout petit exemple. On a travaillé avec l'Association des médecins francophones du Québec au Musée des Beaux-Arts avec une prescription. Un médecin de famille, un médecin spécialiste prescrivait pour un patient une visite gratuite au musée, en famille. Eh bien, engager les gens pour aller vers cette visite a été très compliqué au final. Or, on pouvait se dire au départ, vous avez une visite gratuite au musée, ça va vous faire du bien. Ça n'a pas été aussi simple que ça, d'accord ? Notre cerveau est sous un mode par défaut de retrait. Si vous recevez plein d'informations négatives, vous êtes qu'en mode retrait. Face à une œuvre d'art, il vous faut moins de 2 secondes pour dire « je l'aime pas ». Il va falloir 4 secondes pour commencer à dire « il se passe quelque chose ». Et c'est toute la mécanique qu'il faut trouver justement quand on distille une information, surtout qu'aujourd'hui, on a tous une information extrêmement exhaustive, complète, on sait ce qu'il faut faire. Pourquoi on ne le fait pas ? Autre information extrêmement courte aussi, il y a plus de 20 ans, sur l'activité physique, grande enquête au niveau de la région londonienne, on posait aux gens « pourquoi vous ne faites pas de l'activité physique ?» Les gens avaient compris que c'était bon pour leur santé, définitivement. Les gens avaient accès à de l'exercice physique. Les gens n'avaient pas d'incapacité aux exercices physiques. Parce que ça ne leur faisait pas plaisir, on leur vendait de la gym. Mais c'est ça le noyau dur. L'engagement est basé sur ça. Et comme vous l'avez dit dans une communauté, dans un quartier empathique, c'est réunir les gens ensemble et prendre du plaisir ensemble. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Merci, vous avez tellement raison. On pourrait mettre de l'art dans les ruelles, ce serait formidable. Il y en a déjà quelques-unes à Montréal, en tout cas. On va prendre, parce que monsieur, vous avez été très patient. On va vous demander une question courte, s'il vous plaît, et réponse courte, parce qu'on doit absolument se séparer des autres régions. Allez-y.
Laurent Lemay du Réseau d'agriculture urbaine de Québec et aussi je travaille aussi en santé mentale. Ma question, c'est pourquoi qu'on n'a pas parlé plus d'alimentation et donc d'agriculture. C'est un des gros points majeurs, je crois, au niveau de notre santé, aussi de la santé de la planète. Et les agriculteurs, ils ont un énorme taux de suicide. Les agriculteurs en France se révoltent. Les agriculteurs dans le sud déforestent pour nous autres, parce qu'on met des normes de protection environnementale ici, pendant que notre agriculture se meurt dans le nord d'un pays occidentaux. Je crois qu'un de nos piliers qu'on parlait d'hier, des piliers de fondement, de fondation, malheureusement, ben, c'est un de ceux qu'on oublie souvent, qui est sous-financé. J'aimerais bien ça qu'il soit impliqué là, beaucoup plus dans la pensée globale et systémique. Merci, Laurent. Eh bien, en tout cas, vous n'avez pas à me convaincre, je suis nutritionniste. Mon grand-père était agronome. On prend votre point comme un commentaire important et sachez qu'il sera entendu par les organisateurs. Et puis, merci d'avoir pris la parole. Merci également à Cécile Annie-Zensline, à Olivier Beauchet, à Sarah Machan et à Cyril Frazao d'avoir été avec nous pour cet important segment. Merci infiniment. C'est comme une torture de devoir, eux, prendre leurs 18 minutes et pas déborder et moi garder le phare de cette journée parce que ce sont des sujets passionnants et on peut entendre une mouche voler, je ne sais pas Thomas de ton côté, là, mais nous dans la salle, quand on présente que ce soit, peu importe le sujet, je veux dire, on est complètement fascinés par les sujets qui sont proposés.